Bienvenue à toi sur Ciel, mon graphiste, le podcast qui aide les entrepreneurs à comprendre les rouages et autres subtilités réjouissantes de la communication visuelle. Moi, c'est Margot, graphiste illustratrice indépendante, engagée pour une communication raisonnée et authentique. Mon but, t'aider à être plus autonome dans ta communication et la rendre plus qualitative grâce à des conseils simples et faciles à mettre en pratique. Bonne écoute! Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial puisque j'ai décidé de répondre à des questions que j'ai pu recevoir de la part d'auditeurs de Ciel, mon graphiste. Il y aura donc quelques sujets abordés un peu en vrac, en rapport à la communication visuelle et au graphisme, bien entendu. Puis j'en profite avant de commencer pour remercier les personnes qui écoutent le podcast régulièrement, les personnes qui m'ont écrit, que ce soit pour me faire le retour sur les épisodes et pour vos questions aussi. Parce que, comme je l'ai dit plusieurs fois, cette émission, elle est vraiment pensée et voulue pour apporter des conseils pratiques, des réponses simples sur des problématiques qu'on peut rencontrer en tant qu'autre entrepreneur et qu'on doit communiquer sur son entreprise. Donc, toutes les questions que tu peux te poser, n'hésite pas à me les transmettre. Je serais ravie d'en faire un sujet d'épisode ou tout simplement d'y répondre comme ce que je vais faire aujourd'hui. On rentre dans le bain directement avec la première question. Comment mettre en pratique et faire évoluer ma charte graphique une fois la mission avec le graphiste terminée ? Alors pour le contexte, la personne qui m'a posé cette question, elle travaille dans un cabinet d'architectes et elle s'occupe de créer et mettre à jour certains supports et outils de com, mais ce n'est pas sa fonction, ce n'est pas son poste principal. Et le problème qui se pose, c'est de savoir quelle liberté elle peut prendre par rapport à cette charte, notamment pour créer des supports qui n'étaient pas prévus dedans initialement. Alors il est évident qu'une charte graphique ne peut pas tout prévoir, sinon le budget pour la créer serait colossal. C'est pour ça que dans le cas d'une TPME ou d'un auto-entrepreneur, généralement, on va prévoir les supports de base, les plus importants ou fondamentaux pour la marque. Mais il est vrai que tu ne peux pas forcément faire une sorte de copier-coller de ces exemples d'applications sur de nouveaux supports. Il faut venir adapter la charte et la prolonger sur des outils et des visuels que tu vas créer. Pose effectivement le problème de savoir quelle liberté tu peux prendre. Moi, je dirais que l'important, c'est vraiment de toujours garder les ingrédients fondateurs de ton identité. Ceux qui font qu'on va associer visuellement le support à ton entreprise ou ton projet. Hormis le logo, évidemment, ça va être les polices d'écriture, les couleurs principales ou un élément graphique récurrent. Tant que ces éléments ils sont présents, franchement, libre à toi d'agrémenter ton support avec de nouveaux éléments graphiques, de nouvelles illustrations ou peu importe, qui sont en accord avec l'esprit de l'entreprise et de la marque. Repose donc les bases de l'identité, quel ton souhaites-tu donner, à qui tu t'adresses, via quel canal communiques-tu avec ta cible. Pense aussi au type de support dont il s'agit et de son objectif prévu, parce que on va effectivement pouvoir se laisser peut-être plus de liberté et de marge de manœuvre pour un document interne ou un support événementiel qui doit effectivement attirer davantage l'attention, peut-être être un petit peu plus exceptionnel. Pareil pour les visuels de réseaux sociaux qui ont une durée de vie beaucoup plus courte, même presque éphémère. Là, on peut se permettre de tenter de nouvelles choses et justement d'agrémenter davantage cette charte. Moi, pour te donner une idée, quand j'ai des missions pour des grosses entreprises, il s'agit généralement de projets internes ou justement de projets, comme je disais, un petit peu exceptionnels, comme des événements, parce qu'ils ont une charte souvent très corporate et ils vont faire appel à des graphistes souvent pour pouvoir proposer quelque chose d'un petit peu moins conventionnel par rapport à ce qu'ils produisent d'habitude. Mais ça ne veut pas dire que je ne dois pas intégrer leur charte graphique. Par exemple, j'ai eu le cas avec la réalisation d'un livret d'accueil pour les nouveaux collaborateurs de la boîte. Le client, il voulait quelque chose sur le thème du voyage, un support agréable à lire, un petit peu plus ludique, on va dire. Donc j'ai récupéré évidemment leur typographie, et notamment un élément fondateur de la charte qui était une sorte de tiret de telle épaisseur à mettre comme ça, sous les titres. Donc ça, j'ai récupéré et je m'en suis pas éloignée. J'ai aussi pris 2 des couleurs principales de la charte, mais je les ai intégrées dans une nouvelle palette plus colorée, plus adaptée pour le thème qu'ils avaient choisi. Ensuite, pour les illustrations que j'ai intégrées et que j'ai créées pour le support, j'ai choisi de représenter des éléments propres à leur entreprise, donc que ce soit leur bâtiment, leur siège historique, les open space, leur salle de repos, etc., pour faire vraiment quelque chose de reconnaissable et garder une sorte de fil rouge tout le long du document. Donc au final, même si le livret il différait beaucoup de leur support habituel, on pouvait tout à fait, sans problème, le rattacher visuellement à l'identité du groupe parce que les éléments fondateurs étaient présents, même de façon subtile. En revanche,
Si vraiment tu commences à avoir du mal à intégrer les éléments de ta charte dans tes nouveaux supports, ou que tu as tendance à de plus en plus t'en éloigner, c'est peut-être le signe que celle-ci n'est plus adaptée à ce que tu souhaites partager, à la fois comme image de marque ou comme type de contenu. Et là, ça peut être intéressant peut-être de faire appel à un graphiste pour la mettre à jour, l'actualiser, voire peut-être même passer par la case refonte. Donc en complément de cette question, il y a les épisodes 3 et 4 qui peuvent t'intéresser si tu ne les as pas écoutés. Le premier il reprend les fondements justement de la charte graphique et le second te partage des astuces pour associer des typographies entre elles. Donc si jamais c'était effectivement ce qui te manquait dans ta charte, tu trouveras des astuces pour combiner harmonieusement et efficacement tes polices. L'épisode 7 aussi peut être intéressant. Lui, il t'aidera à identifier si ton identité présente des signaux faibles, c'est-à-dire est-ce qu'elle a besoin effectivement peut-être d'être retravaillée, voire totalement refondue. Pour la deuxième question, on change de registre puisqu'on va parler de l'inspiration. Comment trouver l'inspiration pour créer des visuels et supports quand on n'est pas graphiste soi-même et ou spécialement créatif ? Alors, je pourrais te dire d'aller sur des sites comme Behance ou Pinterest pour regarder un petit peu ce qui est fait, les travaux que tu pourrais trouver dessus. Mais bon, ça je pense que tu y as déjà pensé et surtout Google te donnera une liste plus exhaustive que moi si tu cherches des plateformes d'art graphique où t'inspirer. Donc je préfère te partager un conseil un petit peu plus personnel qui j'espère t'aidera si tu es dans cette situation. Moi je pense que la première chose à faire, c'est de te créer des référentiels visuels. Et ça tombe bien parce qu'en termes stricts de communication, de graphisme, on est servi, il y en a partout. Regarde autour de toi, je suis sûre que tu trouveras des exemples. Que ce soit une affiche de spectacle dans le métro, la couverture d'un livre dans ta bibliothèque, les étiquettes de bouteilles ou les emballages de nourriture, les vitrines de boutiques même, tout ça, ce sont des inspirations. Au moment où je te parle, je peux moi-même te citer le paquet de Yogi sur la table, il y a l'étiquette d'un rhum vieux dans la cuisine, il y a les pochettes de dizaines de DVD de mon copain, il y a la couverture d'un livre aussi que je m'étais promise de commencer à lire, et bon, il traîne dans le salon, clairement, histoire de bien me rappeler que j'ai pas pris 10 minutes pour l'ouvrir. Il y a déjà plein d'exemples, et puis c'est sans compter le portable qui est à côté de moi et mon ordinateur qui est en face. Entre les réseaux sociaux, les sites internet que tu vas visiter régulièrement, même les icônes des applications que tu as installées sur ton portable, tout ça, ce sont des centaines et des centaines d'exemples qui sont à portée de tes yeux. Sauf qu'en fait, on est tellement entouré de communication visuelle qu'en fait, on ne les regarde plus vraiment. La première chose à faire, c'est donc déjà d'observer et surtout d'analyser ce qui t'entoure. Si tu aimes l'univers d'une marque, ou par exemple, tu as un média en ligne que tu consultes très régulièrement, que tu aimes beaucoup, mais essaye de vraiment trouver ce que tu apprécies le plus. Est-ce que leur identité visuelle te plaît particulièrement ? Le ton qu'ils emploient, la façon dont ils s'adressent en fait à leur audience ? Est-ce la clarté ou le côté très épuré et pratique de leur site internet ? Si tu lis un magazine ou une revue, identifie les pages qui t'ont attiré en premier. Est-ce que c'est la disposition des textes qui t'a donné envie de le lire ? Est-ce que c'est le type d'illustration pour un article, par exemple ? Si tu suis des personnes ou des entreprises sur les réseaux sociaux, cherche aussi à mettre des mots sur ce qui te fait apprécier leur contenu, leur visuel, leur communication. Et ça marche aussi à l'inverse. Qu'est-ce qui te fait tiquer sur un document que tu lis, une publicité dans la rue ou, une page internet que tu trouves mal fichue ? Qu'est-ce que tu n'apprécies pas ? Tout ça, ça va te permettre petit à petit de comprendre effectivement ce qui te plaît, ce qui fonctionne, ce qui te touche aussi, pour venir chercher et intégrer et puis adapter ces ingrédients dans ta recette personnelle. Ce petit exercice d'observation, il peut s'appliquer aussi à tout ce qui t'entoure, donc la nature, les paysages, la musique, la peinture, le cinéma, en fait, vraiment tout ce qui te touche, qui va te procurer une émotion, ce qui te séduit, ou justement te repousse, ça peut être intéressant pour nourrir ton imaginaire, même si c'est pas toujours conscient. En tout cas, ça va t'aider, c'est sûr, au moment où tu chercheras l'inspiration. D'ailleurs, en parlant de chercher l'inspiration, mon dernier conseil, si ça t'arrive d'être devant ton écran à créer un support et que tu sais pas ce que tu veux faire, ne crois pas que tu manques d'inspiration, que tu n'en as pas. Non, je t'assure, c'est sûrement pas le cas, tu en as, mais il faut juste la débloquer. Et même si on aimerait que l'idée du siècle tombe du ciel quand on est un petit peu comme un con dans son ordi à se creuser les méninges dans le vide, la meilleure chose à faire, c'est de se lancer. Commence quelque chose. Même si t'es pas satisfait, que ça te plaît pas, que tu trouves ça moche, c'est pas grave. Commence
Et tu verras que les 3/4 du temps, c'est en cours de route que ton inspiration va venir prendre forme. Elle va se débloquer. Et elle va se débloquer d'autant plus facilement que tu as un début de quelque chose sous les yeux. Le plus important, c'est justement de ne pas rester bloqué sur un écran vide. On dit que l'appétit vient en mangeant, mais moi, je dis que l'inspiration vient en créant. La 3e question me vient d'une personne qui vient de lancer son projet. Elle m'explique qu'elle souhaite attendre d'avoir un petit peu de recul et un budget pour faire appel à un graphiste et créer son identité. Sauf qu'en attendant, elle a du mal à se fixer sur un style visuel, en particulier quand elle crée des publications pour ses comptes Insta et Facebook sur Canva. Du coup, elle n'a pas vraiment d'image de marque, son feed Insta est très changeant et elle a peur que cela nuise à son projet. Alors, tu le sais, si tu écoutes régulièrement le podcast, je suis plutôt du genre à relativiser les choses. Donc là, je vais pas t'étonner en disant qu'il n'y a rien de très grave en soi. C'est normal que si tu es au début de ton projet, que c'est nouveau pour toi en plus de communiquer comme ça de façon régulière, tu t'attendes encore un peu sur tous ces aspects-là. Et puis, on va pas se mentir, sur Canva, il y a plein de petits éléments sympas qu'on a envie d'incorporer. Il y a des templates en veux-tu en voilà. Il y a aussi, je pense, des nouveautés régulièrement qui arrivent sur le site. Donc, c'est très tentant de vouloir utiliser ce truc-là un jour, puis un autre le lendemain, etc. Donc, le problème, effectivement, c'est que parfois, avoir trop de choix rend le choix difficile. Ce genre d'outil, c'est super quand on sait ce que l'on veut en faire, mais dans le cas où tu n'as pas encore d'identité propre, où tu te cherches un petit peu encore, tu peux aussi vite t'y perdre. Du coup, si c'est aussi ton cas et que tu te retrouves dans cette situation, déjà, pas de panique, on pardonne bien évidemment à une jeune entreprise de ne pas avoir tous les outils parfaits, les visuels léchés au millimètre, tout ça c'est ok. Le plus important, c'est d'abord d'aller à la rencontre de ta cible, de ton audience, de leur parler de ce que tu fais, de qui tu es, de ce que tu offres. Ça, j'en parle notamment dans le premier épisode du podcast. Je t'y explique pourquoi il vaut mieux prendre le temps avant de créer ton premier logo, et ne pas se précipiter pour créer son identité, parce que effectivement, comme le dit d'ailleurs si bien la personne, c'est mieux d'avoir un petit peu de recul sur son projet, de voir un petit peu vraiment quels axes tu vas vraiment suivre ou quelles choses tu as pu un petit peu adapter. C'est bien aussi potentiellement d'avoir un petit budget pour faire appel à un professionnel qui va venir te créer un univers sur mesure et complet avec lequel démarrer sereinement. Voilà, prends ton temps et c'est effectivement pas grave de ne pas avoir encore d'univers quand tu débutes. Et en attendant de créer cette identité visuelle sur mesure pour ton projet, tu peux déjà essayer de te cadrer un minimum pour effectivement ne pas t'éparpiller trop. Et pour ça, la meilleure solution pour moi, c'est de rester sobre. Dans un premier temps, choisis 1 ou 2 couleurs, 1 ou 2 polices, et puis un style graphique dominant. Donc si par exemple tu pars sur quelque chose de plutôt joyeux, avec des formes un peu fluides, sans arête, en tout cas voilà, quelque chose d'asymétrique, essaye de rester un petit peu dans ce style-là. Si au contraire tu fais quelque chose de beaucoup plus graphique, beaucoup plus géométrique, c'est pareil, essaye de ne pas changer du tout au tout entre le lundi et le mardi. Et surtout, voilà, essaye pas de faire compliqué ou grandiose si tu n'es pas sûr de toi. Le plus important, c'est d'abord ce que tu as à partager. Et puis, puisque là, on parle de visuel Instagram créé à partir de Canva, choisis un style de template qui te plaît, qui est facilement déclinable selon les contenus que tu veux partager, et adapte-le, donc avec les couleurs qui viennent mettre en valeur ton projet et qui lui fassent écho, des polices simples et efficaces, et surtout, essaye de repartir de ce template pour agrémenter tes nouveaux visuels. Mais va au plus simple. Parce que ce sera d'autant plus aisé pour toi ensuite de faire évoluer cette image, ces templates, et puis tout aussi peut-être le moment venu de dévoiler une identité visuelle officielle. Et pour le reste, parce qu'il n'y a pas qu'Insta dans la vie, c'est pareil, essaye d'uniformiser ce qui peut l'être en allant à l'essentiel pour avoir des outils de communication de base propres et soignés. Le tout, c'est de garder vraiment une certaine cohérence, et comme je disais, de pas changer du tout au tout entre le lundi et le mardi. Et si tu fais 2, 3 petits écarts de temps en temps, c'est pas la fin du monde non plus, évidemment. Le fond d'abord, la forme ensuite. Chaque chose en son temps. On va finir sur une 4e et dernière question pour pas que cet épisode soit trop long. Cette fois, on est dans le cas d'un jeune entrepreneur qui hésite entre passer par une agence ou par des freelances parce qu'il souhaite faire réaliser son identité, des supports de communication, créer un site internet et faire aussi rédiger des fiches produits. Donc effectivement, là, on est sur un besoin de plusieurs compétences, mais j'ai pas forcément de réponse toute faite à t'apporter.
parce que pour moi, il va surtout s'agir de toi, ça va dépendre de tes attentes en termes de prestations. D'un côté, on a effectivement des agences qui ont peut-être comme avantage de pouvoir proposer plusieurs compétences en un seul bloc de prestat, parce qu'elles cumulent souvent plusieurs services. Donc là, pour toi, ça peut être pratique si tu préfères faire appel à un seul prestat pour tout faire, par exemple que si tu n'as pas beaucoup de temps ou tout simplement pas vraiment envie de t'impliquer plus que ça dans toute cette partie créative, ça arrive et c'est ok. Là, effectivement, choisir une agence peut être intéressant pour toi, plutôt que chercher différents freelances qui seront spécialisés chacun dans leur domaine d'intervention. En revanche, ça peut aussi être un inconvénient, parce que parfois, certaines agences elles délèguent des parties de mission à des freelances externes. Donc, tu ne parleras pas forcément avec la personne qui a le crayon dans la main, si je peux dire ça comme ça. Personnellement, pour avoir déjà travaillé avec une agence sur une mission de refonte en plus, je m'étais retrouvée un petit peu frustrée. Parce que dans les missions de refonte, souvent, il y a beaucoup de freins et il y a beaucoup de peur à un petit peu débunker avec le client, qui parfois est souvent attaché à son logo qu'il a connu pendant 10-15 ans. Et là, techniquement, c'était le cas, mais je pense que, en tout cas à mon goût, l'agence n'avait pas totalement exploré ces freins-là. Et du coup, moi j'ai le sentiment que j'aurais pu faire des propositions beaucoup plus adaptées si j'avais parlé directement au client et vraiment compris un petit peu ce qu'il attendait ou ce qui lui tenait à cœur de garder comme esprit par rapport à son ancien logo. De l'autre côté, faire appel à des freelances, c'est un plus si tu souhaites avoir une prestation plus personnalisée, un accompagnement plus individualisé. D'une part, parce qu'un freelance, il peut choisir d'adapter son offre en fonction de tes attentes et même te créer un package sur mesure. Il peut, s'il en a envie, adapter sa prestation pour rentrer dans ton budget ou simplement créer uniquement ce dont tu as besoin et rien d'autre. Même si certains graphistes ont aussi des offres packagées, bien sûr. Cela va aussi dépendre du feeling que tu vas avoir avec un prestataire. Le plus important pour moi, c'est vraiment de voir si celui-ci il comprend bien tes intentions, s'il cerne correctement le projet ou partage ta sensibilité sur certains aspects de celui-ci qui te semblent essentiels. Comment travaille-t-il ? Comment se déroule la prestation ? Tout ça, c'est des choses qu'il est important de savoir avant de s'engager dans une collaboration. Personnellement, j'essaye vraiment de m'adapter au mieux aux besoins d'un client, mais surtout, j'essaye d'identifier quelle est son attente principale. Voilà, quel va être le point le plus important. Est-ce que ça va être de la flexibilité ou est-ce qu'il attend du conseil, de la pédagogie ? Peut-être d'être juste rassuré parce que il est en plein doute, que c'est vraiment tout nouveau pour lui et que sait pas trop comment ça se passe. Est-ce qu'au contraire, c'est plutôt de la rapidité d'exécution ? Je sais que ma manière de travailler, ma personnalité et les services que je propose peuvent être parfaits pour un client et moins adaptés pour un autre. Il faut justement trouver chaussure à son pied. Et puis sur le point mentionné en début, donc sur le fait de chercher des compétences multiples, sache qu'il existe aussi des collectifs de freelance ou des studios graphiques qui peuvent proposer des prestations complémentaires. Et de la même façon, il n'est pas rare qu'un graphiste puisse te recommander un rédacteur ou qu'un développeur puisse te donner le contact d'un bon graphiste. Donc tu l'auras compris, vraiment entre agence et freelance, la réponse tient surtout à ce que tu attends, ce dont tu as besoin pour te sentir bien dans la collaboration, que ce soit de la proximité, de la flexibilité, du sur-mesure, du conseil, un package de prestations, ton budget aussi. Donc vraiment, mon seul conseil, c'est de prendre le temps de trouver le ou la prestataire qui répond le mieux à tout ça. N'hésite pas à poser des questions, à parler de vive voix avec la personne, à faire un premier échange pour parler de ton projet, de tes attentes, comprendre comment cette personne travaille, comment se déroule une mission. Voilà, moi, je sais que personnellement, je ne propose jamais de devis sans avoir eu la personne au téléphone, ne serait-ce que pour confirmer ses attentes, voir si on s'est bien compris sur le projet, ou préciser son besoin, parce que parfois on a qu'un tout petit brief qui ne permet pas de faire une vraie proposition tarifée. Je veux vérifier que j'ai toutes les infos nécessaires pour faire une proposition et voir si je suis la personne aussi la plus pertinente pour l'accompagner. C'est un petit investissement de temps au départ, certes, que ce soit pour toi ou pour le graphiste, mais qui est indispensable à mon sens pour une collaboration heureuse. Je vais m'arrêter là pour cette première foire aux questions. J'espère que ce format un peu différent d'habitude t'a plu et puis que certaines des réponses que j'ai partagées t'ont apporté des éléments intéressants sur des problématiques que tu pourrais aussi rencontrer. En tout cas, moi, j'ai bien aimé faire ce type d'épisode. Je pense que j'en referai d'autres en fonction des questions que je pourrais recevoir.
Donc encore une fois, n'hésite pas à m'envoyer un message sur le compte Insta ou via mon site, que ce soit pour avoir des précisions sur des sujets qui ont déjà été publiés ou des idées de sujets que tu aimerais voir traités dans le podcast. Je me ferai vraiment un plaisir de les intégrer dans de futurs épisodes. Retrouve un nouvel épisode de Ciel, mon graphiste, un jeudi sur 2 sur ta plateforme d'écoute préférée et sur YouTube. Si cet épisode t'a plu, partage le podcast, abonne-toi ou mets-lui des étoiles, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Merci, à bientôt.